à présent aborder les enjeux internationaux et la position de la France dans le domaine du numérique en santé. Nous accueillons donc Louisa Stuve, directrice de projet de la DNS, Loïc Chabagnier, responsable France du secteur de la santé chez EY, le docteur Vincent Bouvier, président du groupe Vidal, et Nienke Veenstra, présidente de Takeda France. Merci à tous les quatre de nous rejoindre. Louisa, on va commencer avec vous. Donc, vous avez certainement vu, comme nous tous, il y a quelques jours, il y a le 13 janvier pour être précis, que le gouvernement, enfin le Premier ministre du Royaume-Uni a présenté une stratégie nationale qui doit faire du Royaume-Uni un leader en matière d'intelligence artificielle. Il a déclaré que l'intelligence artificielle serait à l'origine de changements incroyables dans son pays, notamment avec le projet d'ouvrir des données de santé qui sont bien sûr tenues par le NHS. Donc vous êtes au cœur en fait de ces échanges, bien sûr, en Europe avec vos différents collègues. Comment vous réagissez bien sûr à cette prise de position, à ces ambitions? Je sais qu'elles sont nombreuses et de votre côté également. Et qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur la place en fait qu'occupe la France aujourd'hui sur la e-santé, et puis comment elle se situe aussi peut-être par rapport aux autres pays? Bonjour à tous et tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et je reviendrai tout de suite sur le propos par rapport au NHS, mais tout d'abord par rapport à la question sur le positionnement de la France. Alors on peut dire de façon fière qu'on se positionne très bien par rapport au développement de la e-santé. Ceci grâce aux initiatives que vous connaissez très bien, donc par exemple le Ségur numérique, donc, qui a permis avec 2 milliards d'euros de massivement numériser les systèmes de santé, avec aussi, bien sûr, Mon Espace Santé qui commence à être généralisé de plus en plus, aussi un soutien fort aux entrepreneurs avec la stratégie d'accélération numérique en santé qui fait phare, une initiative phare en Europe, en France, et bien sûr aussi un guichet unique d'accès aux données de santé avec le Health Data Hub, la plateforme données de santé. Donc on a de quoi être fiers avec nos développements. Et aussi pendant la présidence française de l'Union européenne, ça fait maintenant 3 ans, donc on avait justement cette initiative-là de pousser une Europe du numérique en santé basé sur des fondements éthiques. Donc l'espace européen des données de santé, sous forme de sa première proposition, a été proposé justement en mai 2022. Et nous voilà aujourd'hui, 3 ans plus tard, ce texte-là va entrer en vigueur dans quelques semaines. C'est donc une énorme évolution et je reviendrai dessus plus tard. Par rapport à votre question sur donc, les comparaisons, les classements de la France par rapport à d'autres pays. Il y a bien sûr des indicateurs où la décennie numérique, par exemple, classe les pays en fonction de leur développement en e-santé. Il y a aussi des indicateurs de e-santé. La France, de mieux en mieux, se classe bien. Néanmoins, il faut se dire, nos systèmes de santé, nos systèmes de numérique en santé ne sont pas forcément très comparables en fait. On ne peut pas dire qu'un système aussi centralisé que celui de la France est facilement comparable à celui d'un système fédéral comme celui de l'Allemagne, où on parle de 16 États fédérés et la mise en place de dossiers médicaux de patients vraiment à l'échelle fédérale. Donc on ne peut pas facilement comparer ces différents systèmes-là, aussi l'Italie qui est un État complètement régionalisé. Donc il faut prendre ça avec des pincettes, ces différents classements-là, pour se dire on va vraiment creuser ce qui se passe à l'échelle nationale avec nos partenaires. Donc là, je vais en citer quelques exemples où vraiment on a vu des tendances intéressantes, notamment l'Allemagne, notre partenaire vraiment très favorisé, avec qui nous avons vu le développement de DIGA, donc les dispositifs médicaux numériques, très précurseurs, l'Allemagne est là-dessus. On a suivi un petit peu avec une approche similaire avec la PECAN, la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques en santé, mais on voit il n'y a pas de not one size fits all solution. Donc on ne peut pas appliquer le modèle DIGA au modèle allemand et nos échanges bilatéraux nous ont permis de constater ça. Et pareil, les pays scandinaves. On est beaucoup en train d'idéaliser ce qui se passe dans les pays scandinaves. C'est vraiment incroyable la confiance même que les citoyens font au partage du numérique en santé, des données de santé. Il n'y a pas de doute en fait. On apprend même à l'école qu'il faut faire confiance aux initiatives de l'État. On a vu avec nos partenaires de Danemark par exemple, effectivement, il y a une carte citoyenne qui permet d'une part d'accéder aux services de soins, mais aussi d'aller à la bibliothèque et aussi à la piscine. Donc c'est la même carte dès la naissance qui est donnée aux citoyens danois. Donc on voit qu'on n'est pas sur les mêmes bases en fait. En France, on est beaucoup plus méfiant, donc on ne peut pas se comparer très facilement. Pareil pour les bases de données qui existent dans les pays scandinaves depuis les années 70, des cohortes longitudinales exhaustives incroyables qui permettent un accès à la recherche vraiment fantastique. Donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup les pays scandinaves, on apprend beaucoup d'eux et surtout, il y a des choses à apprendre. Sur la NHS, par exemple, vous citez la nouvelle stratégie. Bien sûr qu'on regarde ce qui se passe à l'extérieur et notamment
On voit le modèle économique, les modèles des redevances qui est mis en place pour accéder aux données de santé pour l'utilisation secondaire du NHS avec la UK Biobank, avec le CPDR, c'est la base pour les soins primaires qui est très accessible aux internationaux. Donc le modèle économique fonctionne très bien. Le Royaume-Uni a vraiment réussi à mettre ça en place. Mais ça ne veut pas dire que le système actuellement fonctionne bien. C'est un système beveridgien qui est extrêmement sous-financé. Donc le numérique va certainement aider à pallier ça, mais il y a encore un long chemin. Donc on prend vraiment par petite étape ce qu'on peut, ce qu'on peut apprendre de nos voisins. Et comme vous avez peut-être pu constater, on a une page qui s'appelle Genius. C'est un peu un fédérateur d'informations à destination des entrepreneurs qui se destinent aussi à nous-mêmes, à nous tous. En fait, je vous invite tous à regarder Genius. Il y a des pages internationales, une vingtaine de pays, à découvrir ce qui se passe sur le numérique en santé à l'étranger et bien sûr à rester connectés avec nous. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir cette page-là. Voilà, vous les avez donc à l'écran et vous pourrez le retrouver bien sûr sur le site avec l'ensemble des médias. Merci Louisa. Merci Louisa. Loïc Chabagnier, je me tourne vers vous à présent. Donc, en tant que responsable sectoriel santé chez EY, vous observez le développement de l'e-santé dans les différents écosystèmes en Europe et dans le monde d'ailleurs. Quels sont les grands enjeux business actuels du secteur et quels enseignements pouvez-vous nous partager, notamment sur le marché français ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et en fait, mon intervention sera beaucoup en réaction à ce qu'a pu dire Louisa et en faisant un petit peu la passerelle entre l'international, mais plutôt centré sur l'Europe et également la France. Et comme l'a indiqué Louisa, en fait, on constate une vraie dynamique porteuse en Europe et qui présente même d'ailleurs une certaine forme de cohérence entre les pays. Et en fait, cette dynamique, en fait, elle s'illustre de plusieurs façons. Déjà en fait à travers un certain nombre de règles qu'on retrouve dans l'ensemble des pays en termes d'interopérabilité, en termes de sécurité, en termes d'éthique, mais également dans le cadre de la mise en place d'un certain nombre de services numériques, mais aussi en termes de parcours de mise sur le marché et de plus en plus de règles de remboursement du medical device qui avancent beaucoup dans les pays, et je dirais un mot et de façon parfois un peu différente. En termes de régulation, juste pour citer un exemple, on a eu l'occasion de faire une étude pour le ministère de la Santé avec Louisa, et les résultats sont assez parlants si on prend cette perspective un petit peu européenne. Et juste pour donner quelques chiffres, en fait, on avait regardé 29 pays, donc on va dire les pays de l'Union européenne, mais qu'on avait un petit peu élargi. Et sur les 29 pays étudiés en Europe, 22 avaient défini des cadres d'interopérabilité nationaux, dans un schéma assez similaire à la France. 25 des cadres de sécurité et 27 des services nationaux d'identification électronique pour les patients et les professionnels. Donc on voit que dans tous les pays, on retrouve la même logique et des choses finalement assez similaires, même s'il y a des différences parfois assez fortes dans la façon dont c'est mis en œuvre et également la manière dont c'est opposable vis-à-vis de l'ensemble des acteurs. Si on revient un peu sur la France, et pour rebondir sur ce que disait Louisa, on voit que la France fait aujourd'hui un petit peu figure de référence, notamment en fait à travers l'ensemble des services et des cadres de référence qui ont été posés. Tu en as cité un certain nombre, mais sans être exhaustif, mon espace santé, le DMP, l'AMS Santé, l'INS, ProSanté Connect, le ROR via trajectoire, l'appli carte vitale, juste pour en citer certains. Donc on voit qu'il y a une très grande richesse de services qui ont été créés. Et de façon un petit peu paradoxale, cette richesse aussi, elle est liée à la complexité du système français. Voilà, le fait que, historiquement, on était très en silo, avec notamment des systèmes d'information qui partageaient difficilement l'information, avec un nombre de solutions extrêmement dispersées, donc de la complexité, mais aussi paradoxalement une logique aussi un peu d'État-plateforme qui a permis de définir un certain nombre de règles en termes de sécurité et de protection des données. Et pour faire le lien toujours un petit peu avec l'international, on voit que cette complexité qu'on a en France, elle est moins palpable dans beaucoup de pays. Et juste pour citer quelques illustrations, on va dire d'un côté les pays baltiques, qu'on cite très souvent comme étant très avancés, mais qui ont entamé la digitalisation de façon beaucoup plus tardive et qui l'ont fait de façon unifiée, d'ailleurs en se reposant beaucoup sur les GAFAM, avec entre guillemets le côté accélération que ça peut apporter, mais également avec tous les enjeux en termes de confidentialité, de partage et de partage de données, où on a encore aussi les pays nordiques qui historiquement étaient déjà très régionalisés et qui avaient déjà développé des solutions au niveau des territoires et qui avaient donc moins de complexité parce que beaucoup moins d'acteurs.
Sur le sujet du remboursement, on retrouve aussi un petit peu cette hétérogénéité. Alors j'avais envie de dire un peu un schisme entre les pays nordiques et les pays du Sud. Mais on va dire que les pays du Nord commencent à la France, donc on va dire que c'est un Nord très élargi. En fait, on voit que, par exemple, la téléconsultation, tous les pays la remboursent, et on va dire que c'est un acquis. Mais ce n'est pas encore du tout le cas sur les solutions de MLs, donc on va dire medical device. On voit que, par exemple, que le Portugal et l'Italie n'ont pas encore mis en œuvre de modèle de remboursement de la MLS. Et on retrouve en fait des modèles de remboursement plutôt matures, on va dire, dans les pays qui sont eux aussi plutôt matures en termes de santé numérique, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège et bien sûr la France. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui est mis en œuvre, des systèmes assez semblables. Et donc on voit aussi qu'il y a de la fertilisation entre les différents pays. Et en fait, on retrouve, si on prend par exemple le cas de la Belgique, de la France et de l'Allemagne, on retrouve des mécanismes assez similaires avec le marquage CE, une validation du respect des cadres nationaux et une validation du bénéfice médico-économique par le financeur, donc, qui serait l'assurance maladie en France, et avec parfois aussi des pays qui vont un petit peu plus loin, comme la France et l'Allemagne, et qui se différencient en fait par un système de remboursement dérogatoires temporaires qui permettent justement aux acteurs de finaliser leur évaluation. Donc on peut dire que la France se distingue par un cadre du numérique en santé qui est fort et structuré. Donc la France est un pays qui est leader, et on voit qu'il y a une démarche qui est très volontariste, et que finalement elle se différencie beaucoup, et peut-être encore là où elle peut gagner en maturité par rapport à d'autres pays. Ce serait par exemple par rapport aux pays nordiques qui, eux, sont beaucoup plus avancés, par exemple, sur l'utilisation de la donnée de santé, sur l'usage secondaire. Voilà, avec un enjeu de la France qui est la complexité ou en tout cas la nécessité d'investir pour se mettre en conformité avec l'ensemble des cadres de référence, voilà, et qui reste entre guillemets un petit peu le point de difficulté qu'on a en France, notamment par rapport à d'autres pays. Merci Loïc pour ce regard européen sur la partie e-santé. Vous avez parlé que la France avait sa place. Alors, docteur Bouvier, je m'adresse à vous. Vous êtes le président de Vidal France. Alors, quand le titre de notre table ronde s'appelle le savoir-faire français, est-ce qu'il a des potentialités de développement? Forcément, avec Vidal, vous faites partie du paysage depuis 1914, si j'ai bien préparé mes fiches. Et c'est ce fameux livre rouge que tous les rôles de santé ont sur leur bureau. Mais en fait, quand on a préparé cette table ronde, on s'est rendu compte qu'en fait, que Vidal, est-ce que je me trompe si on dit que c'est une boîte de tech maintenant, c'est une boîte de tech en santé. Et comment vous voyez ces sujets qui sont en lien, l'interopérabilité, le développement international. Enfin voilà, on aimerait avoir votre retour sur ces sujets importants. Oui, merci pour la question. Donc effectivement, on est un bon exemple d'une entreprise qui est là depuis longtemps pour servir les professionnels de santé et les aider à mieux soigner. Mais en fait, le contexte de la santé a totalement, radicalement changé la façon dont on opère et le métier qu'on fait, même si la mission reste en fait exactement la même. Il s'agit toujours d'aider les professionnels à mieux prendre en charge, à mieux prescrire, à mieux délivrer, à mieux administrer, de façon plus sécurisée. Mais on le fait de façon complètement différente. D'ailleurs, les jeunes avec qui sont dans nos entreprises maintenant, qui se discutent souvent, nous disent « mais en fait ici c'est comme une start-up ». Je leur dis « mais non, pas du tout, c'est une start-up en fait ». Et tout a changé chez nous, bien sûr les produits, la façon dont on fait nos produits qui étaient, vous savez, vous avez fait allusion à ça, qui étaient des outils documentaires, qui étaient utilisés déjà devant les patients. Mais maintenant, c'est des algorithmes. Voilà. Ce qui a changé également, c'est le contenu de la donnée. On s'appuyait beaucoup sur de la donnée réglementaire. On s'appuie maintenant, pour alimenter nos algorithmes d'intelligence, on s'appuie sur de la donnée médicale, EBM, voire maintenant des données evidence-based, dont vous avez parlé également. Voilà. La façon de distribuer les produits a changé également. Maintenant, toutes nos solutions sont intégrées dans des outils de production de soins, voilà, pour être mobilisés au moment où on soigne, devant les patients. Voilà. Et même le business model a changé, puisque maintenant, en fait, toutes nos solutions sont vendues sur abonnement. Donc, en fait, tout ce qui a créé, si vous voulez, ce changement radical, en fait, c'est l'arrivée, quand on regarde un petit peu de loin, c'est l'arrivée
des technologies de gestion de la connaissance, en fait, qui ne datent pas d'hier, qui ne datent pas de l'arrivée de la générative. C'est au moment des années 2000 où la question, c'est l'arrivée de l'Internet, en fait, qui a posé la question de comment est-ce qu'on peut apporter de la connaissance de façon structurée, de façon organisée, à un moment donné, à quelqu'un. Et l'Internet a totalement bouleversé la façon dont la connaissance vient à nous. Plus récemment encore, l'IA et l'IA générative en particulier l'a encore bouleversé, l'a encore accéléré. Mais finalement, c'est cette tendance-là sur laquelle on travaille depuis 20 ans. Alors, le dernier point qui est assez fascinant dans une entreprise comme la nôtre aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que le ministre tout à l'heure lui-même l'a dit, la façon dont on va utiliser et gérer les traitements ne peut plus se faire sans des aides à la sécurisation et à la décision. On sent bien que ce point-là est derrière nous. Tout le monde, quand on pense par exemple que quand on sait l'importance d'utiliser un traitement qui soit à la bonne dose, lorsqu'on le prescrit et qu'on sait que 100% des patients qui ont plus de 70 ans sont insuffisants rénaux, alors l'idée de penser qu'aujourd'hui on n'adapte pratiquement pas les doses en fonction de l'âge et que demain matin les outils le feront de façon transparente pour le professionnel, ça vous montre que bien sûr on ne reviendra absolument pas en arrière. Merci beaucoup. Alors, le sujet de la table ronde, c'est le développement mondial à des rythmes inégaux. Dans une stratégie internationale, il est souvent crucial d'avoir une vision globale, mêler en tout cas la vision globale, les enjeux locaux. Nienke, je me tourne vers vous, parce que finalement, c'est aussi un des axes de développement du groupe Takeda. Est-ce que vous pouvez nous détailler la stratégie internationale de Takeda, d'une part, et la manière dont elle se traduit sur le terrain ? Oui, bien sûr. Et bonjour à toutes et à tous. Enchantée d'être avec vous et merci de l'invitation. Chez Takeda, on a très vite compris effectivement le bénéfice énorme que peut apporter l'intelligence artificielle à toutes les innovations numériques pour les patients, pour la prévention, la diagnose, le traitement, pour guérir et soigner des patients. Au-delà, aussi l'impact ça peut avoir pour l'efficience du système de santé et le médecin, comme c'était noté déjà par Monsieur le ministre ce matin, c'était reconnu et ça donc fait qu'en 2022, chez Takeda, ils ont monté un département Data, Digital and Technology au sein de chaque fonction, chaque BU, parce que l'importance pour l'innovation numérique dépasse que cet impact direct pour les patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la recherche, par exemple, les molécules sont sélectionnées grâce à l'intelligence artificielle pour être développées plus vite, identifiées plus vite. Le développement se passe aussi plus vite et on peut aussi inclure les patients plus vite dans le développement. On peut avoir des batch release de nos produits dans 24 heures, or initialement ça a pris plus de jours. On peut fluidifier des processus de donneurs de plasma qu'on a besoin aussi. Et bien sûr, on peut augmenter la valeur donnée au quotidien des patients grâce au développement des outils d'accompagnement des patients. Quelques exemples qu'on a eu au sein de notre groupe. Dans pas mal de pays, on a développé des outils pour mieux diagnostiquer des patients avec une maladie rare. Très souvent, ça durait jusqu'à 10 ans, 20 ans même avant qu'un patient soit diagnostiqué parce que les données se retrouvent dans les différents départements, dans les différents hôpitaux. Donc grâce à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, on a pu retrouver ou combiner ces données pour mieux diagnostiquer des patients. C'est un bénéfice énorme pour un patient, mais aussi pour les systèmes de santé, parce que ça évite énormément de visites qui n'ont pas abouti à un résultat. Là, on s'est rendu compte que ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi développer un outil qui s'inscrit dans un moteur de recherche, que quand les patients tapent les symptômes dans cette moteur de recherche, il sera dirigé plus facilement aussi à un endroit où il peut trouver l'aide. Et cette combinaison, ça a aidé. On s'appuie aussi de plus en plus sur le smartwatch ou le biomarqueur numérique. Dans le développement, par exemple, de la narcolepsie, on développe via un projet qui s'appelle Aurora des outils qui permettent aux patients de suivre leur sommeil chez eux. C'est bien plus confortable pour eux, mais aussi ça diminue encore une fois les ressources humaines dans les systèmes de santé et ça permet aux patients d'avoir le traitement le plus vite que possible, encore l'efficience dans les systèmes de santé. Dans les Mickey, on travaille aussi avec
des biomarqueurs numériques pour mieux prédire une chute d'un patient. Encore une fois, le même win-win-win. Donc c'est si important et je pense que c'est vraiment important que toutes les parties prenantes dans la santé se projettent là-dedans et elles vont avancer. Ça ne se passe pas très facile d'un jour au lendemain parce qu'il faut des capacités clés. Et pour faire avancer cela, au sein d'Atakeda, ils ont monté 3 pôles. L'Innovation Capability Center, une à Mexique, une à Bratislava et une maintenant à Bangalore, où justement ils ont la capacité de développer ce type d'outils le plus vite que possible avec des capacités vraiment pointues pour cela. Donc ça sont quelques exemples comme au sein de Takeda, on a intégré vraiment tous les bénéfices que peut apporter l'innovation numérique. Et en France, en traduction assez spécifique, je vais revenir sur ça après. Oui, je crois que vous nous avez réservé une annonce pour ouais. On va finaliser cette table ronde en vous posant chacun, bien sûr, une question. Et donc, on commence, Louisa, sur la partie échelle, bien sûr, européenne. Et Sandrine, je vous laisse poser la question. On a parlé effectivement beaucoup de la France, mais l'Europe est également très active. Il y a l'échelle européenne qui joue son rôle, notamment pour œuvrer à un meilleur partage des données. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler les initiatives qui sont poussées en Europe actuellement et peut-être les grands textes à attendre cette année ou ces prochains mois? Avec grand plaisir. Il y a beaucoup de règlements qui viennent impacter nos systèmes de santé à l'avenir. Évidemment, je ne pourrais pas développer sur tous les règlements. Il y a le Data Governance Act, la Data Act, le règlement IA. Vous avez entendu parler de ce texte-là qui nous impacte énormément. Il y a aussi le règlement pour les dispositifs médicaux, pas forcément super bien accueilli par tous. On a aussi le règlement HTA, donc l'évaluation de technologies de santé, cybersécurité, interop, etc. Il y en a plein, mais celui pour lequel la délégation numérique en santé est réellement obsédée, c'est l'espace européen des données de santé, comme je viens de dire tout à l'heure. Pourquoi? C'est le premier espace de données qui vient structurer la donnée de santé. Et d'autres espaces vont suivre sur d'autres secteurs. Donc ça, c'est vraiment précurseur. La Commission européenne a choisi ces secteurs-là par accident, mais parce que là, il y a vraiment besoin de structurer la donnée et de la rendre accessible pour la recherche et pour l'innovation. Alors, l'EHTS, c'est le règlement, va impacter vraiment notre façon de concevoir la donnée de santé, mais tout simplement aussi nos systèmes de santé au sens large. C'est même comparable au RGPD par rapport à l'impact qu'on peut anticiper. Et bien sûr, qu'on se prépare aussi côté France. En quelques mots, en quoi consiste ce règlement? Bien sûr, il y aura des droits uniformisés dans l'Union européenne, dans un premier temps, pour les citoyens sur leur dossier médical. Il y aura aussi des formats d'interopérabilité des données qui seront imposés, parce que pour le moment, on a énormément de données, mais s'ils ne sont pas interopérables, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça, c'est très important. On a aussi le partage transfrontalier des données des dossiers médicaux. Ça s'appelle Ma Santé à TUE. Tout à l'heure, je vous ai cité les pays scandinaves. Par exemple, la Finlande l'a déjà mis en place sur le volet de synthèse médicale et la e-prescription avec l'Estonie. Ça veut dire qu'un patient ou un citoyen, tout simplement, qui se trouve en Finlande peut voyager en Estonie et ces données seront lisibles dans la langue du professionnel, donc en estonien, sans problème. L'interopérabilité est assurée. Et ce sera bientôt le cas pour les 27 pays, voire même la Norvège et l'Islande, parce qu'ils font partie de l'espace économique européen. Une autre mesure, c'est un encadrement de la réutilisation des données. On parle ici d'utilisation secondaire. Avant, je disais par rapport à l'utilisation primaire, donc pour le soin. Pour le secondaire, les données de santé seront encadrées pour qu'elles soient correctement anonymisées et ou pseudonymisées et pour qu'il y ait un accès en fonction de la typologie qui se fait sur un délai court en fait. La transparence aussi est essentielle pour qu'on sache qu'est-ce qui est fait avec nos données, sur quel type de projets de recherche sont-elles utilisées, comment les résultats, est-ce qu'elles sont publiés, etc. On a le droit de savoir de bout en bout où va notre donnée de santé. Ça, c'est fondamental. Et enfin, tout ceci, c'est encadré avec des mécanismes forts de gouvernance, de contrôle et aussi de sanctions si les différents organismes ne donnent pas accès aux données. Et en contrepartie, bien sûr aussi, des droits de redevance, parce que les détenteurs de données vont aussi pouvoir toucher des redevances en contrepartie de ces services-là qu'ils vont donner, et bien sûr aussi la protection de propriété intellectuelle aussi, qui est essentielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va fortement impacter notre façon encore une fois, je me répète, de concevoir la donnée de santé, et aussi il faut garder en tête le lien indissociable ici entre utilisation primaire et secondaire. Donc ça veut dire que les données qui sont produites dans le cadre du soin, il est essentiel qu'elles soient directement réutilisables pour la recherche et l'innovation. Et ce n'est pas encore le cas dans nos États membres de l'Union européenne. Nous attendons la mise en place de ce règlement. En France, on s'y prépare de façon très, très active. Une analyse d'impact
Comme vous le savez peut-être aussi, à l'échelle nationale, on a mené un tour de France pour la nouvelle stratégie d'utilisation des données secondaires. Donc elle va bientôt aussi voir le jour. Elle est en cours de finalisation. Et bien sûr, les conclusions du comité citoyen. Et là-dessus, la France, on est très fiers de ce qu'on a fait avec les assises citoyennes la semaine dernière. On avait un panel des citoyens qui, pendant 3 week-ends, se sont réunis à l'automne dernier pour justement donner des recommandations sur la mise en place à l'échelle nationale de l'espace européen des données de santé. On va bien sûr considérer ces conclusions-là. Et j'en termine pour dire la bonne nouvelle, c'est que la France, elle est à nouveau co-chair de eHealth Network, donc c'est le réseau européen qui réunit toutes les délégations du numérique en santé en Union européenne et en espace économique européen. On est co-chair avec Ella Gariani, donc ça veut dire qu'on peut influencer aussi cette mise en place-là avec l'espace qui n'attarde pas de se mettre en place en France aussi. Merci Louisa. Loïc Chabagnier, on continue avec vous, et notamment Louisa, donc vient de rappeler le cadre réglementaire européen. Si on prend un prisme qui est peut-être plus économique sur les business models, quelle opportunité vous voyez notamment pour les acteurs français? Alors je vais continuer à réagir à ce que disait Louisa. On aurait dû vous mettre l'un à côté de l'autre en fait, ça aurait été plus simple. Hein. Peut-être, mais comme ça c'est bien d'avoir la perspective aussi, ça permet de prendre un peu de distance. Si on regarde de l'espace européen des données de santé, je pense que tout le monde voit que ça peut être un véritable accélérateur. Et en fait, moi je citerai, en tout cas je l'illustrerai à travers 2 sujets. L'innovation et l'interopérabilité. Alors, sur le premier, l'innovation, c'est un peu une évidence, et je pense qu'on en est tous conscients. Disposer de jeux de données internationaux, ce sera une mine d'informations inépuisable pour l'IA médicale demain, et notamment pour les maladies rares. On voit aussi se dessiner, quand on échange avec les différents pays, on va dire un effet aussi bénéfique, c'est que ça veut dire que ça va aussi forcer en fait les pays à renforcer leur infrastructure nationale de valorisation de la donnée, voilà, et du coup créer un petit peu cette chaîne vertueuse. Donc j'irai sur l'innovation, ça va un petit peu de sens. Sur l'interopérabilité, là c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que tous les gens qui sont à distance et dans cette salle et qui touchent à la santé et à la e-santé sont convaincus que l'interopérabilité est une nécessité absolument totale. Mais par contre, si on prend l'exemple de l'EHDH, la vraie question, c'est finalement comment l'espace européen de données de santé va pouvoir faciliter l'accès au marché. Quand on regarde un petit peu les dynamiques qui sont mises en œuvre à travers l'EHDS, voilà, on voit que la solution aujourd'hui est la mise en place d'un portail ou de plusieurs portails dans chacun des pays. Et si on prend le cas de la France, les services vont alimenter le DMP, qui vont aller alimenter l'espace européen des données de santé. Et en fait, derrière ça, il y a vraiment 2 questions qui sont absolument fondamentales. Est-ce que finalement, chaque solution dans chaque pays continuera à alimenter un portail national pour consolider les données en fait, au niveau de l'espace européen de données de santé, ou d'une certaine manière, les cadres d'interopérabilité nationaux vont être amenés à mieux converger au niveau notamment européen, voilà, de manière en fait, à partager en fait, de la donnée entre services transfrontaliers. Et on pourrait même imaginer par exemple en fait, un portail européen qui permet d'accéder à l'espace européen des données de santé. Alors, ce n'est pas lors de cette intervention qu'on va répondre à ces questions qui est éminemment complexe. On voit bien évidemment il y a un enjeu économique, il y a des coûts de développement qui sont absolument importants. Et ça permet de faire le lien avec un propos que j'ai eu tout à l'heure, quand je disais que d'une certaine manière, la plupart des pays avaient des programmes assez similaires, notamment en termes de services, mais également de conformité. Et donc, on voit que quand on regarde un petit peu les 29 pays que je citais tout à l'heure, on voit que tous les pays ont un dossier patient informatisé, un service d'identification électronique, une messagerie sécurisée de santé, que tout le monde utilise les mêmes standards internationaux, HL7, FHIR, SNOMED-CT, etc. Mais on voit que la déclinaison par pays en fait, est différente et que la façon dont c'est mis en place n'est pas la même chose. Le ProSanté Connect en Allemagne n'est pas le même ProSanté Connect en France. Voilà, ce qui veut dire que derrière, si on veut échanger de la data, ça veut dire faire des développements, ça veut dire développer une nouvelle API. Donc on voit qu'il voilà, y a quand même en fait, un point dur encore en termes d'interopérabilité, avec effectivement une convergence dans la philosophie, mais finalement une façon de le décliner qui est très différente. Et c'est probablement un des principaux enjeux qu'on aura en termes d'interopérabilité et pour rendre l'usage secondaire, notamment au niveau européen, une réalité. Et peut-être une dernière remarque en allant très très vite. Il ne faut pas oublier bien évidemment les modèles économiques. Donc on voit que les modèles de remboursement avancent. Voilà, mais si on veut vraiment faire de la médecine personnalisée, si on veut faire de la prévention,
Si on veut faire du maintien à domicile, il faudra aussi réfléchir à des modèles économiques qui rendent pérenne en fait, l'ensemble de ces innovations. Et c'est aussi un sujet que je n'ai pas évoqué en propos introductifs, mais qu'il faut garder également à l'esprit. Merci Loïc. Alors, vous évoquiez cet enjeu d'interopérabilité. Effectivement, on ne va pas craquer le sujet aujourd'hui, ici et maintenant, mais on peut quand même s'appuyer sur des exemples de groupes français qui vont s'étendre à l'international. Et là, je me tourne vers vous, Vincent Bouvier, parce que Vidal s'étend à l'international. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu quels sont les challenges que vous rencontrez dans cette expansion? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, vous rappelez que finalement, quel est le constat qui nous a amené à développer l'international? Parce qu'en fait, on a commencé à le développer pratiquement dès qu'on a commencé à transformer l'entreprise sous l'impact de la e-santé dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, pratiquement dès le début, on a pris cette décision de partir à l'international. Pourquoi? La première raison, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on était assez bon en informatique médicale, en France. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir, de le souligner, ça a déjà été dit. Mais c'est vrai, les Américains aussi sont forts, mais après en Europe, on est probablement aujourd'hui dans ce domaine encore les leaders en termes d'expertise. Ça, c'est lié à une chose, je vois que Lionel Coel, là, il est sur le côté, c'est probablement grâce à l'HAS et probablement grâce à la réglementation qui a été mise en place en France très vite autour de la certification des outils de prescription, qui a posé un cadre réglementaire et qui nous a forcés à avancer dans cette perspective très vite, dès les années 2000 en fait. Voilà. Donc ça c'est un premier point, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, ça a été soutenu par l'assurance maladie qui a financé en fait ces outils-là pour les professionnels de santé. Et ça nous a énormément aidé parce que ça nous a permis effectivement d'investir il y a plus de 10 ans sur ces technologies-là. Ça c'est la première chose, je le rappelle parce que vous disiez, les business models, c'est important. La deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte également que finalement tous les concepts qu'on maniait de connaissances étaient des concepts qui étaient complètement internationaux. Le monde ancien, c'est celui où on travaillait et on appuyait nos outils sur de la donnée locale, les notices de médicaments. Le monde actuel, c'est celui où on appuie nos données sur l'EBM, sur si vous voulez, la publication médicale. Et deux principes actifs en interaction, ils le sont en France, mais ils le sont aussi en Allemagne, en fait. Et de la même façon. Donc, c'est un deuxième point qui est très fort et qui nous a fait comprendre que finalement, tout le travail qu'on faisait, finalement, il s'appliquait un peu partout. Et voilà. La troisième chose, qui elle aussi est très importante, c'est que finalement, assez tôt, nos partenaires éditeurs de logiciels qui intègrent nos algorithmes, eh bien, ils nous ont demandé en fait, d'avoir des solutions qui soient uniformes dans tous les pays où ils vont. Et ils nous ont dit on veut une intégration unique avec des bases de données, certes, des bases de connaissances différentes, mais on veut avoir la même intégration dans tous les pays parce que nous, c'est ce qu'on cherche à faire avec nos produits. Et vous voyez, en 2008, grande crise économique, les éditeurs espagnols avec lesquels on travaille n'avaient plus du tout de marché en Europe et en Espagne en particulier. Ils sont partis, en fait, pour développer leurs affaires en Amérique latine. Et ils nous ont dit venez avec nous, on vous embarque aussi. Localisez vos bases pour l'Amérique latine, puisque maintenant on va y travailler là-bas, parce que l'Espagne est à l'arrêt. Eh bien, on est devenu en fait leader en Amérique latine grâce à eux. Donc ça, c'est les raisons qui font qu'on est parti assez tôt. Les challenges qu'on a, alors là, il y en a plein, bien sûr. J'en ai listé 3. Le premier est technologique. Vous avez insisté sur l'interopérabilité. C'est en effet encore un enjeu très important. Et là, je voudrais insister sur le rôle en fait des terminologies. Tout ce qui est autour des terminologies qui permettent en fait aux langages médicaux de se comprendre, à la façon d'exprimer un concept médical, thérapeutique, un effet secondaire dans différents endroits du monde, c'est grâce à des terminologies, à des mappings à ces différentes terminologies qu'on peut arriver à les exprimer et donc à créer de l'aide à la décision autour de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu parce que c'est complexe. L'État en France a investi sur ce sujet, l'ANS, et là aussi ça nous a aidé, nous, à développer une expertise très solide dans ce domaine-là, qui finalement est un socle technologique indispensable pour l'international. Le deuxième challenge, c'est la lenteur, parce qu'on est intégré dans des solutions logicielles qui elles-mêmes mettent du temps à s'installer dans tel ou tel hôpital. Et ensuite, il faut une version majeure de ces versions installées dans tel ou tel hôpital pour intégrer nos propres solutions, ce qui fait que pour entrer dans un hôpital brésilien, il nous faut environ 5 ans. Donc il faut avoir les reins solides
pour ça. C'est le deuxième challenge. Et donc, il n'est pas évident, évidemment, pour des startups qui sont peu financées. Le troisième et le dernier, c'est des éléments culturels. Alors ça, c'est assez délicieux pour le professionnel de santé que je suis, même si c'est un peu agaçant pour les chefs d'entreprise. C'est que, par exemple, le concept de surdosage, il est compris de façon parfaitement différente en France et en Argentine. On est confronté à ça en ce moment. En France, un surdosage, c'est un calcul de dose supérieur à ce qu'on considérait être la normale. En Argentine, c'est le concept de duplicate thérapie, c'est-à-dire que, en fait, c'est de vérifier qu'il n'y a pas deux médicaments qui ont le même effet, mais qui sont différents, et dont l'effet vient s'additionner, par exemple, des corticoïdes et des anti-inflammatoires pour ce qui concerne la lutte contre l'inflammation. C'est ça qu'on appelle en Argentine un surdosage. Donc vous voyez que ça nous fait travailler sur des approches très différentes de la sécurisation des prescriptions, très riches, mais quand même, ça nécessite d'avoir une expertise localement, des hommes, des experts qui comprennent en fait la subscientifique moelle de la façon dont pensent les soignants dans les différents pays. Et ça nous ralentit un petit peu. Mais au total, on y arrive. Aujourd'hui, on est présent dans 30 pays. C'est à peu près 25% de notre chiffre d'affaires, en plus forte croissance que ce qu'on voit en France. Et donc, je pense qu'on est bien parti pour devenir un leader européen et peut-être mondial dans ce domaine. Merci, Dr Bouvier, pour votre partage de retours d'expérience. Alors, c'est très intéressant que vous parlez du Brésil. On va en parler dans quelques minutes avec le professeur Jean-Emmanuel Bibaud, qui est le cofondateur de Jade et qui, notamment, s'est lancé tout de suite au Brésil. On verra son retour. On conclut avec vous, Nienke, sur cette caisse de résonance qui est devenue maintenant les grandes tendances de l'e-santé. Je crois que vous avez une breaking news à nous partager pour Takeda, puisque, comme le dit Sandrine, il y a un développement international, mais vous avez une volonté aussi de déployer des services numériques en France, et on vous laisse conclure cette table ronde internationale avec cette annonce. Merci. Oui, effectivement, en voyant toutes les promesses d'innovation numérique, on a décidé de créer un département qui s'appelle Value-Based Partnership and Patient Solutions avec trois objectifs. D'abord, d'aller le plus loin possible pour développer des services qui permettent vraiment aux patients d'être mieux accompagnés. Deuxièmement, de faire ça en partenariat avec toutes les parties prenantes. Parce que, comme tu l'as dit aussi très bien dans la tribune ce week-end, personne ne peut faire ça seul. On doit faire ça vraiment en partenariat. Et troisièmement, de faire valoriser les valeurs dans sa totalité qui va être fournie. Commençons-nous donc par cette création de valeur au sein de l'équipe. On a regroupé tous les rôles autour d'un patient qui très souvent dans le laboratoire sont un peu dispersés. On l'a mis dans la même équipe. On va chercher effectivement des partenariats avec toutes les parties prenantes, associations patients, sociétés savantes, secteur public, pour vraiment faire en sorte qu'on crée des choses qui puissent être implémentées dans le système de santé pour que ça soit pérenne. Et ça, c'est vraiment important. On trouve qu'on a un bon socle de départ, par exemple, avec le partenariat public-privé Agori en santé. On est déjà dans cette mode de partenariat chez Takeda. Aussi, on a eu l'approche tous rares, où avec toutes les parties prenantes, on s'est mis ensemble pour partager toutes nos connaissances, pour faire avancer les compréhensions autour de maladies rares et même donner les objectifs pour pouvoir donner l'input pour le plan national des maladies rares. Donc ça, c'est un premier point, de faire en sorte qu'on peut aller le plus loin possible en valeur créée pour des patients. Revenons-nous vers la valorisation et les valeurs. Ça veut dire quoi? Là, vraiment, on a l'ambition de démontrer la valeur au sens large. Donc d'y inclure aussi les PROMS, les PREMS, les vraies valeurs qui comptent pour des patients. Ce n'est pas toujours évident aussi en France. On a un système de tarification à l'acte et on veut vraiment aller contribuer vers un système de valeurs. Et on n'est pas naïf, on sait bien que Takeda ne va pas toute seule changer le système de santé, mais on veut y contribuer à ce débat, on veut essayer, oser, au moins faire cela. Donc ça, c'est une grande démarche là. Et pour la valorisation, en France, par rapport aux autres pays, on a déjà pas mal d'outils dans notre main. Il y a l'article 51, il y a un Pékin. Qui sait, dans les appels d'offres, quand on développe un outil numérique qui crée des efficiences dans un hôpital, pourquoi pas l'inclure dans un appel d'offres dans un hôpital, le médicament avec cet accompagnement. Donc ça a co-créé ensemble comment on peut faire valoriser ce qui est fait en partenariat avec les parties prenantes pour que ce soit pérenne. Parce que ça, c'est vraiment important. On a vu plein des initiatives aussi dans la santé numérique qui n'aboutissent pas, qui restent des initiatives. Et ça, c'est dommage parce que le potentiel est énorme. Donc pour que cette promesse d'innovation numérique et l'intelligence artificielle devienne vraiment réalité, il faut que trois planètes s'alignent. D'abord, aussi politique.
Il faut des modèles économiques, mentionnés aussi par Louis, qui est juste là, pour faire en sorte que ce soit vraiment valorisé de façon pérenne, pluriannuelle, sans les silos. Deuxième planète, aussi l'écosystème de santé dans sa totalité. On doit se faire confiance, on doit construire de façon différente qu'on fait aujourd'hui. Et troisième, c'est pour nous aussi les laboratoires, on a un rôle à jouer, on doit oser, on doit avoir courage, avancer sur des choses, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et avec ce département, on est prêt pour avancer juste là dans ce domaine. Bon, eh bien, écoutez, Nico, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, dans un an, pour nous donner les premiers résultats de Takeda Solutions. Merci, Nika. Merci. Oui, cette table ronde est finie. Merci à toutes et à tous pour vos partages. Ça a été très riche et nous allons poursuivre les échanges. Je vous invite à quitter la scène. Encore merci, vous pouvez les applaudir.